Bonjour, c'est Ahmed Khouja. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'avoir avec vous cette petite interview dans le cadre de l'apparition du Covid-19 et du coronavirus qui en est responsable. Certes, c'est un thème d'actualité brûlante, comme vous savez, comme tout le monde sait, mais il y a le fait que c'est une thématique qui est insuffisamment traitée par les médias, qui est celle des caractéristiques physiques du coronavirus. En effet, dans le cadre de votre parcours universitaire, vous avez étudié, bien sûr, des pavés importants en matière de physique des particules. J'ose affirmer aujourd'hui qu'on ne peut pas parler du coronavirus et particulièrement du SARS-CoV-2 sans évoquer l'infiniment petit. Donc, ce coronavirus, bien entendu, il est responsable d'une pandémie qui est celle du Covid-19, qui existe aujourd'hui depuis pratiquement 6 mois. Pourriez-vous, Ahmed, nous renseigner sur la forme géométrique de ce coronavirus en particulier? Merci de votre question, Sesmehi. D'abord, précisons une chose, c'est que ce coronavirus appartient au monde de l'infiniment petit. Alors, quand je dis l'infiniment petit, c'est-à-dire que sa dimension, c'est du 10 puissance moins 9, une centaine de 10 puissance moins 9 mètres. Donc, c'est pour mémoire, je rappelle que le rayon de l'atome est de 10 puissance moins 10. Donc, le coronavirus, c'est un virus de l'infiniment petit. Alors, c'est un virus qui est de forme géométrique donc sous forme de coron, c'est comme l'anneau du soleil, et sa dimension, pour illustrer par un exemple, justement l'infiniment petit de ce virus, je donnerai un exemple. Alors, si on suppose que ce virus était un ballon, et on le fait augmenter, c'est-à-dire on fait augmenter sa dimension jusqu'à 1 mètre, et en parallèle, on fait augmenter la taille d'un homme, d'un adulte, de 1,8 mètre pour arriver, c'est-à-dire en parallèle, quand le virus arrive à 1 mètre, l'être humain arriverait à 18 000 kilomètres, c'est-à-dire 5 fois la distance Istanbul-Casablanca. C'est énorme. Donc, pour répondre un petit peu de manière précise à votre question, le virus est de forme géométriquement sous forme de couronne. Sa dimension, c'est de 10 puissance moins 9 mètres. Voilà, donc finalement, on est dans l'infiniment petit, comme vous l'affirmez, Ahmed. Donc, le virus en question est donc tellement petit, comme je viens de dire, mais il s'est avéré paradoxalement tellement nuisible eu égard au ravage qu'il a fait jusqu'à présent à travers toute la planète. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur sa masse et sur ses dimensions particulières? Alors, bonne question. Alors, c'est petit, même le poids de ce virus est très petit, pour de 10 puissance moins 18 kg. Bien sûr, il a été pesé, notamment par le professeur Rachid Bashir, un Pakistanais dans une université américaine. Bien sûr, au poids de l'électron, de neutrons et de protons, on a mesuré avec les mêmes méthodes le poids des virus. Donc 10 puissance moins 18 kg. Alors, bien sûr, pour illustrer aussi par un exemple le fait que c'est une masse très petite, je donnerai un petit peu un exemple. Bientôt, on aura 30 millions de personnes infectées dans le monde. Alors, si on suppose que chaque individu infecté soit une dose initiale de 100 millions de virus, si on multiplie par la masse de ce virus, on trouverait juste quelques grammes de virus qui ont été consommés depuis l'apparition du coronavirus jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 3 grammes exactement. 3 grammes de quantité de virus qui a été consommé au niveau mondial pour infecter les 30 millions de personnes infectées aujourd'hui dans le monde.
Voilà. Je ne peux cacher, Serouja, le fait que cette comparaison est tellement riche en enseignements. Sur un autre registre, on a coulé beaucoup d'encre sur le mode de propagation parmi les humains. Pourriez-vous nous parler de manière sommaire sur l'effort physique de la gravité sur les déplacements du virus et dans l'air, bien entendu, à travers les microgouttelettes? Très bonne question aussi. Donc, le virus en lui-même, il ne se propage pas. C'est-à-dire, d'une manière absolue, c'est-à-dire d'une manière individuelle, le virus ne bouge pas. Mais il utilise les corps, les organes vivants pour se déplacer. Notamment la salive que nous projetons quand on parle ou bien quand on a une toux. Donc, alors je donnerai un exemple. Quand on parle, en général, on transmet 5000 microgouttelettes par minute. Les gouttelettes peuvent, c'est de quelques micromètres. Donc, ils peuvent arriver à 60 micromètres. Alors, ces gouttelettes, microgouttelettes, comme on l'a appris dans la physique, ils sont insensibles à la gravité. Oui. Donc, ces microgouttelettes restent dans l'air. Et ils peuvent rester, la plus lourde microgouttelette fait 10 secondes pour chuter dans la terre, mais généralement, les microgouttelettes peuvent rester jusqu'à, en moyenne, 17 minutes dans l'air. Il y a même ceux qui dépassent peuvent arriver jusqu'à 1 heure. Donc, ces microgouttelettes ils peuvent transporter des centaines de millions de virus. Chaque microgouttelette transporte des centaines de millions de virus. Donc, c'est pour cela on a besoin de masques. Justement, l'intérêt du masque, c'est pour se protéger contre les microgouttelettes que nous projetons dans l'air, quand on parle, ou bien on a une toux momentanée. Ah, d'accord. Sur un autre plan, Serouj Ahmed, donc, bien entendu, le coronavirus constitue donc l'ennemi mortel à abattre. C'est particulièrement un ennemi corpuscule, sordide, invisible et éventuellement mortel. Malheureusement, il y a pas mal de victimes qui ont été recensées à travers toute la planète. Je serais alors, sous cette optique, tenté de savoir si la température peut avoir raison de ce virus particulier et précisément à quel degré de température il peut être neutralisé. Alors, dans les laboratoires, le virus est neutralisé et détruit à des températures allant jusqu'à 1200 microjoules par centimètre carré pendant 30 minutes. Donc, il est sensible à l'ultraviolet. D'ailleurs, certaines cliniques utilisent les lampes ultraviolets pour tuer le virus. Mais il faut que le virus arrive jusqu'aux lampes, parce que les lampes ultraviolets sont dangereuses pour les yeux des humains. Donc, le virus, sur le plan, comme vous avez posé la question sur le degré, il meurt à 60 degrés. Donc, les gens qui sont malades doivent laver leurs vêtements à des températures, ou leur linge, à des températures supérieures à 60 degrés, pour s'assurer que le virus peut mourir d'une manière naturelle. D'accord. Alors, justement, cela m'inspire une question en relation justement avec ces propos. Eh bien, justement, comment le savon, qui est un simple détergent, parvient-il alors à neutraliser les virus à température ambiante? Très bonne question. Je suis physicien et ingénieur, comme vous le savez très bien, mais je ne suis pas chimiste. Mais j'ai posé la question à un ami chimiste, expert dans le domaine. Il m'a précisé justement que le savon ne tue pas le virus. Il détruit la paroi, la membrane du virus. Donc le virus, avec le savon, devient moins infectieux. C'est-à-dire quand le virus est mélangé avec le savon, il devient moins infectieux pour les autres. Donc, elle disparaît dans les égouts et devient faible. Donc, le savon affaiblit de la paroi, de la membrane du virus, le virus. Donc, le savon affaiblit, mais il faut des températures, comme je disais tout à l'heure, supérieures à 100 degrés pour le rendre vraiment inactif. Non efficace, inactif. D'accord. Tenons compte justement de ces particularités physiques.
qui sont celles, on le voit bien, d'un nano-organisme dont la structure ne peut être visible que grâce à un microscope électronique à balayage. Quelles seraient, d'après vous, les principales précautions que l'on devrait prendre pour s'en prémunir? Par la bouche, le nez et les yeux. Mais ils peuvent être déposés sur nos têtes. Et on peut toucher nos têtes pour ramener le virus dans les yeux ou le nez ou la bouche. Je pense que le masque est un élément très important pour protéger contre les micro-gouttelettes qui transportent des centaines de millions de virus. Donc les masques protègent le nez et la bouche pour éviter à ce que les micro-gouttelettes entrent dans notre organisme. Une micro-gouttelette est suffisante, elle peut contenir 100 millions de virus. Elle est suffisante pour affecter une personne sensible. Bien sûr, certains experts recommandent aussi des lunettes pour justement éviter à ce que les yeux soient touchés par ces micro-gouttelettes. D'accord. C'est vraiment très, très intéressant de votre part. C'est édifiant, je dirais. Donc, au terme de cette courte interview qui fait la synthèse des sous-problématiques qui sont liées à la thématique centrale qui est l'objet de notre interview, thématique qui éclairerait par ailleurs davantage les lecteurs de LTE Magazine sur les particularités physiques du coronavirus SARS-CoV-2, serait curieux de savoir particulièrement pourquoi cet intérêt et cet engouement personnel de votre part pour cette thématique centrale qui est traitée. Alors, pour information, moi, avant de devenir ingénieur télécom, j'ai pratiqué de la physique des particules, notamment à la faculté de sciences de Rabat, avec des grands professeurs comme Mohamed Bordadi, qui vient nous quitter, avec Khadija Al-Mouhmoumi, et aussi, de temps en temps, on avait aussi prix Nobel de physique Abdel Salam. Donc, j'ai fait de la physique des particules. Et curieusement, cette pandémie, ce virus me rappelle mes cours de physique nucléaire et de physique des particules. Pourquoi? Parce que dans la physique des particules, nous ne voyons jamais rien ou les atomes ou les rayons gamma, alpha ou bêta, on les voit à travers les effets secondaires. Et aujourd'hui, quand on voit ce virus, les 60 millions de médecins et d'infirmiers à travers le monde à qui on rend hommage pour les efforts qu'ils font pour sauvegarder l'humanité et pour veiller à notre santé, ces 60 millions de médecins et d'infirmiers ne voient pas le virus dans leur quotidien. Ils voient que les effets secondaires, que les symptômes de cette maladie. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ils ne voient jamais le virus. Les virus peuvent le voir avec des microscopes électroniques à balayage très performants de quelques laboratoires dans le monde. Mais dans nos hôpitaux, dans nos cliniques, on ne voit pas les virus. On ne le voit pas. C'est comme dans une centrale nucléaire, on ne voit jamais le rayon gamma ou là-bas. On voit leurs effets secondaires. Donc, mon intérêt pour ce domaine, c'est lié au fait que c'est de l'infiniment petit. Et infiniment petit est très difficile à maîtriser ou à réguler. Oui, oui, bien sûr. Monsieur Ahmed Rouja, je vous remercie au nom de l'ensemble des lecteurs de LTE Magazine et j'espère bien que votre intervention incitera davantage les populations un peu partout à se protéger davantage en adaptant les mesures barrières qui sont connues par tous. Et justement, j'en profite pour vous poser la question suivante. Concrètement, d'après vous, quelles sont les précautions d'usage à prendre pour justement se protéger contre ce virus qui est vraiment mortel, éventuellement? Merci pour cette question. Je vous cite un peu l'exemple de moi-même. Oui. Moi, j'ai acheté les masques le 14 février 2020, c'est-à-dire bien avant. Et je vous informe que je les porte en public et dans les lieux fermés depuis le 4 mars. D'ailleurs, à Casablanca, j'étais presque le 4 mars, j'avais une réunion à Casa. J'étais le seul à porter le masque dans un tram
Et donc, je prends des masques. Et pour anecdote, quand il y a des réunions très difficiles à Rabat ou à Casa, et les gens ne respectent pas la distance, pour anecdote, parfois je porte 2 masques. Ah, d'accord. Donc, pour, Et justement, j'en profite. Pardon. Justement, j'en profite. Est-ce que vous-même, vous adoptez ces mesures barrières de manière ah vraiment oui, journalière et quotidienne? là je suis tout ce que disent les autorités sur le sujet. J'utilise le savon, j'utilise le gel alcoolique, j'utilise des lunettes en permanence, je me protège. Bien sûr, quand on l'attrape, le virus, on ne sait pas d'où il vient. Il est tellement petit, Oui. on peut l'avoir à travers une porte-clé. La monnaie que le commerçant me rend, il est tellement petit qu'on ne sait pas comment on l'attrape. Donc, avec les mesures de précaution, on réduit justement la chance du virus pour nous créer des problèmes sur le plan de la santé. Hmm. Alors, pour clore justement cette interview fort intéressante, une question qui me taraude, finalement, qui sera vainqueur? C'est le coronavirus ou bien l'homme? C'est une question intéressante. On croit à la science. J'espère il y aurait un médicament efficace, des vaccins fiables pour justement nous ramener à la vie d'avant Covid-19. C'est vrai, on vivait tranquillement, on bougeait, le lien social était fréquent. Et j'espère, donc je ne sais pas qui va vaincre, mais jusqu'au moment, mon espérance, c'est que l'homme arriverait à trouver la paix et à trouver la période d'avant Covid-19 et d'anéantir ce virus menaçant. Oui. On croit Monsieur encore Ahmed une fois à Khoucha, la science. pardon. Monsieur Ahmed Khoucha, je vous remercie pour nous avoir accordé cette interview. J'espère que celle-ci sera bien sûr très intéressante pour nos lecteurs et pour l'ensemble des personnes intéressées. Mille merci. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à l'occasion d'une autre entrevue ou bien un entretien. Et je dis bonjour à l'ensemble des lecteurs de LTE2E. Merci encore, c'est Ahmed Khouja. Merci beaucoup, c'est Mohamed Sbehi. Je pense que vous êtes un grand chercheur et qui a de l'intérêt sur tous les domaines scientifiques. Et je salue votre